trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie pour cette première échéance trimestrielle de l'année 2023 dans un contexte de marché qui a évolué depuis une dizaine de jours maintenant. Philippe Béchade est avec nous comme chaque fois, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Jean-Luc Hussac avec nous également, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et Romain Daubry avec nous, là aussi, une fois par mois pour cette échéance de marché, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je commence avec vous Romain. Quels sont le ou les bilans qu'on tire de cette échéance du mois de mars après une semaine, 10 jours qui ont peut-être un peu sonné les investisseurs? 5,89% de baisse au cours de l'échéance du mois de mars, donc échéance trimestrielle. Un marché qui n'arrivait pas à consolider. Elle était très attendue, cette consolidation. Il a fallu un événement très très fort pour le déclencher. On s'en tire quand même relativement bien compte tenu de l'alerte que ça représente et des souvenirs. Le toucher au secteur bancaire, ça aurait pu être plus violent. En tout cas, jusqu'à maintenant. Donc, on compense à 6910 points,30 sous les 7000 points, avec une échéance assez intéressante techniquement parce que on a vu de l'intérêt se construire sur l'Eurostoxx les jours précédents le retournement baissier. On a vu donc une position ouverte qui ne s'était pas étoffée depuis le début de l'année, ni au cours de l'échéance de janvier, ni au cours de l'échéance de février. On avait expliqué ça par le rachat de short qui contrebalançait la position acheteuse qui peut-être se construisait, mais il n'y avait pas de hausse de l'intérêt depuis le mois de décembre. Et là, ça s'est construit plutôt dans les séquences de hausse. Donc, il doit y avoir des acheteurs qui sont peut-être pas très confortables. Et c'était un peu ce qu'on expliquait aussi, les conséquences du fameux pay in trade. C'est-à-dire que depuis mi-janvier, les indices sont remontés sur une impulsion haussière qui devait être un peu douloureuse. C'est-à-dire qu'on sait que pas mal ont des obligations sur le marché de rentrer. Ils ont des allocations, ils sont obligés de les affecter. Et c'est assez inconfortable quand on arrive, alors que l'indice CAC 40 a progressé de 20%, 25%, de devoir rentrer dans le marché. Et on voit la conséquence quand les nouvelles sont mauvaises. Donc des baisses avec des volumes conséquents. Mais on a toujours, et on avait déjà de la couverture dans les portefeuilles, puisqu'effectivement, après des mouvements de hausse qui s'étaient formés sur du scepticisme et qui avaient laissé au départ beaucoup de pessimisme en septembre-octobre, et puis ensuite du scepticisme, les portefeuilles restaient couverts. Ils l'étaient toujours, et ils le sont toujours sur les indices américains, assez nettement. Sur l'échéance à venir du mois d'avril, sur le CAC 40, même constat, il y a peu de positions ouvertes, mais il n'y a quasiment pas d'options d'achat. Il n'y a quasiment que des options de vente. Et ça doit être une proportion de 3/4 si on regarde la globalité. Si on regarde autour de la monnaie, c'est 2,5 pour une. C'est vraiment beaucoup de retrait de la part des opérateurs. Alors, sur les indices américains, du côté des futurs, un peu de pression baissière dans un mouvement spéculatif baissier, mais elle a déjà diminué avant-hier et ça a permis le rebond qu'on a constaté hier. Il se passe des choses sur les indices américains, le Nasdaq notamment, alors à confirmer en fin de semaine, mais des divergences haussières importantes sur les graphiques et puis peut-être un avalement haussier sur le Nasdaq hebdomadaire à confirmer. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste très technique dans l'immédiat. On l'avait évoqué dans le même rendez-vous il y a un mois. Il n'y avait pas d'option de vente ouverte au-delà de 7400 points sur l'indice CAC 40, comme si les opérateurs, on l'avait dit à l'époque, n'envisageaient pas le débordement de ce niveau-là. Ça s'est constaté. On a fait 7401, c'était peut-être 24 ou 48 heures avant le choc SVB et le déclenchement des événements bancaires. C'est ça, et on a buté sur ce niveau de 7390 pendant quelques jours, ce qui a formé ce qu'on appelle un sommet en tour, un niveau plat, et ensuite une accélération baissière marquée. Donc graphiquement, bien illustrant bien le risque et le retournement. Donc il s'est passé quelque chose, il y a un vrai coup d'arrêt. Maintenant, là où ça reste technique, c'est qu'on avait aussi évoqué un niveau important majeur sur le CAC 40, c'est que le CAC 40 évolue depuis 2012 au sein d'un canal haussier qu'il a débordé et enfoncé pendant le Covid, qu'il avait débordé quelques fois, qu'il avait débordé depuis le début de l'année, et on disait que c'était un niveau de retracement idéal. On s'est arrêté dessus au point près, donc 6861 points jeudi, pour rebondir de façon assez significative et dans des volumes qui sont à prendre au sérieux aussi. Alors ils étaient plus lourds dans la baisse, 6,8 milliards, mais dans le rebond du jour suivant, 5,9 milliards. Donc je pense qu'il y a une bagarre assez importante entre acheteurs et vendeurs sur ces niveaux-là.
Difficile de détecter l'intérêt une semaine d'échéance parce que la position ouverte, le nombre de contrats futurs augmente systématiquement, mais on voit des relais et des choses importantes qui se passent sur certains titres. On pourra le détailler, mais on voit une journée de baisse sur Schneider. Elle perd 5,28% le 15 mars. Elle rebondit le lendemain de 3% uniquement, mais le volume est supérieur. D'accord. Donc, il y a des forces de rappel importantes. On peut prendre aussi des exemples comme Renault. Elle a clôturé en hausse hier de 1,58%, ça a l'air peu de choses, sauf qu'elle a baissé de plus de 4% à un moment en séance et qu'elle est allée toucher quasiment la borne basse du canal avec un volume supérieur au jour précédent. Donc 1,58 de hausse, mais en réalité 6% de fluctuation dans la journée. Donc il y a, et on l'avait évoqué, beaucoup d'investisseurs sous-investis qui cherchaient des points d'entrée. 7000, ça pouvait en être un. 6008, c'est encore mieux a priori, sauf qu'évidemment, il fallait un contexte fort pour y revenir. Et donc, c'est là où ça se joue. Nous, on a pris le risque à titre spéculatif, on a renforcé quelques positions, mais on ne sera pas têtu. Il y a des niveaux qui sont vraiment charnières sur tous les indices. Et pour l'instant, ça tient. Jean-Louis, quels sont les enseignements qu'on peut tirer là de cette nouvelle séquence, peut-être, depuis une semaine, 10 jours, le fait que les niveaux techniques aient pour l'instant été parfaitement respectés, est tenu? Est-ce qu'on peut déjà tirer des enseignements de cette histoire-là? L'équation s'est complexifiée. C'est sûr que à la maîtrise de l'inflation, on rajoute maintenant le sauvetage du secteur bancaire. Alors sauvetage, ou en tout cas le fait de stopper l'hémorragie, c'est pas non plus catastrophique. Mais sur le plan technique, il y avait, et nous l'avons tous dit ici, aucune complaisance sur les marchés. Vous avez donc des investisseurs, même des spéculateurs, qui étaient souvent couverts. Donc ils allaient acheter des puts pour se protéger, etc. Donc en achetant des puts, on le voyait dans la volatilité implicite, celle-ci se maintenait 14, 15, contre eux, avant 2020, on était à 10, vous voyez, très différent. Ce qui fait que lorsque le marché a commencé à dévisser, alors on a eu des mouvements violents parce que la nouvelle du secteur bancaire est tombée juste au moment de l'échéance, c'est-à-dire dans la semaine de l'échéance, on va dire. Donc ça, c'est un facteur d'amplification important dans la gestion des positions de couverture face aux options vendues par les market makers. La proximité de l'échéance par rapport aux événements et au choc SVB a accentué encore un peu plus les mouvements. Ça crée ça. C'est-à-dire que dès que ça commence à bouger, par exemple, quelqu'un qui vend un put, le marché baisse, il va vendre du futur. Et plus ça baisse, plus il va vendre pour venir se protéger. Parce qu'il doit diminuer sa sensibilité à la vente du put. Mais ça, c'est un métier que les market makers savent faire. C'est-à-dire qu'ils ont des algos qui font ça sans problème. Alors que quand c'était des investisseurs qui avaient vendu les puts, là, ces investisseurs, comme en 2020, ils étaient, eux, totalement dans l'incapacité de réagir vite, alors que, encore une fois, les market makers, eux, c'est les algos, il n'y a pas d'état d'âme. C'est automatisé, oui. C'est automatisé. Évidemment, il y a toujours un humain qui contrôle, mais c'est sans état d'âme. Quand c'est un gérant, quand c'est un investisseur, quand c'est un humain, un spéculateur, c'est pas la même chose. Et donc, il va retarder sa couverture, etc. Donc là, vous avez vu une hyper grande rapidité à la couverture des positions, on va dire du delta des positions. Et ça donne une configuration de marché qui est très différente. Ça donne une configuration de marché avec une volatilité très importante, parce que dès que ça remonte, eux, ils viennent payer. Donc on a eu parfois, dans une même séance, 4 séances pour le prix d'une. Et là, hier, vous avez vu la hausse incroyable. On est parti d'un point bas, on est allé à un point haut. 7110, 15 ce matin. On va en dessous de 6009 tout à l'heure. Enfin, c'est un délire. On a reperdu 3%. Mais pour autant, on n'est pas du tout dans une situation de risque de marché telle qu'on l'avait en début 2020. Alors que là, il y a quand même aussi peut-être potentiellement de quoi s'inquiéter, mais on voit cette capacité à rebondir et le fait qu'en définitive, par rapport au plus bas qu'on a atteint lundi ou je ne sais plus mardi, le marché n'a pas fait de nouveau plus bas. Non. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que à chaque fois, le marché a été capable de rebondir, capable de réencaisser une mauvaise nouvelle. Moi, ce matin, je disais attention, les tensions, elles sont un petit peu sous les radars là. Mais quand j'ai dit ça,
parce que je disais, les tensions, elles sont toujours là sur les CDS. Vous ne pensiez pas qu'on repasserait à ce moins non, sous les 6009, quoi? Non, on y croit. Alors, oui. on sait que c'est possible. Hein, Oui, c'est possible, mais c'était possible. on se dit, oh non, mais c'était pas ce que vous aviez en tête ce matin non. quand vous disiez ça. Et ce matin, j'ai fait mon job, et encore à moitié, mais j'ai fait quand même mon job. À un moment donné, j'étais vendeur de poudre 6950. Genre, le marché, il monte à 110. Je me mets à 2. Mais je ne suis pas fait tout de suite. Ils m'ont donné au moment où le marché a fait une dernière pointe à la hausse. Je l'ai acheté à 2. Je me suis soldé. Et puis, ce soir, il est monté à 50. Non, mais et là, c'est pas croyable. Donc, on a une volatilité incroyable. Mais cette configuration, vraiment j'insiste là-dessus, n'est pas aussi fragile qu'elle pourrait l'être dans des circonstances. Ça valide toute la construction aussi qu'on avait avant dans la hausse, qui était solide, qui s'est faite de manière ordonnée. Qui s'est fait dans la douleur, tu disais tout à l'heure, dans la méfiance, avec des volatilités implicites toujours élevées. Et d'ailleurs, la volatilité implicite, dès qu'on a eu du stress, elle est montée à 24 cette semaine, 25. C'est allé très très vite. C'est-à-dire que tous ils sont venus chercher la couverture. Je comprends. Donc voilà, c'est vraiment important pour bien comprendre l'environnement et ensuite prendre des décisions. Mais à vous de prendre des décisions. Romain, effectivement, voilà, mais pour compléter ce que tu disais, mais le côté hyper technique, on l'a vu, la séquence baissière, elle s'est construite toute la journée dans un petit canal parfait. Pour ceux qui veulent zoomer sur la séance du CAC 40, sur des bougies de 30 minutes par exemple, on a un canal baissier parfait formé tout au long de la journée. C'est pas une panique, c'est pas un sell-off, c'est une construction baissière progressive qui ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas d'éléments pour la retourner. Et puis aux alentours de 6920, un peu en dessous, on commence à regarder autrement. Mais donc ça a été régulier, non-stop et continu. Et il faut le voir vraiment techniquement. Et puis pour la volatilité, oui, il y a eu un pic de volatilité. Si on regarde le VIX, c'est resté très canalisé. C'est resté entre les bornes de zone d'alerte. C'est pas passé en alerte fort. Ça a fait des pics dans la zone d'alerte forte, mais c'est resté dans la zone d'alerte. Donc ça reste très, très technique pour l'instant à la barre de niveaux qui sont effectivement stressants pour tout le monde. Philippe, vos commentaires sur la situation de marché, la manière dont le marché se comporte depuis le déclenchement des événements, et puis il faut qu'on parle de la crise bancaire naissante. Bien sûr, on marquait, c'était la semaine dernière, je crois, les 14 ans du point bas de la grande crise financière. En Europe, en tout cas, 9 mars 2009, et ça devait être le 6 mars, je crois, pour le S&P 500, 666. C'est ça, oui. C'est bien, ça nous rappelle des souvenirs. Oui. Non, mais comme le parallèle est téléguidé par tout le monde, voilà, je m'y mets aussi, donc allons-y. Donc, est-ce qu'on achève un cycle de 14 ans, 2 fois 7 ans parce que 7 ans, c'était aussi le temps qu'il avait fallu pour passer du pic de 2000 au pic de 2007. Enfin, bon, voilà. On peut gloser. Non, moi, ce qui m'a stupéfait cette semaine, c'est la volatilité du marché obligataire. Ah oui. Mais c'est extraordinaire. On est allé plus haut que l'an dernier, je crois. Le move est allé plus haut que l'an dernier encore. Là, on explose tout ce qu'on a connu. Alors, donc le move, c'est le VIX pour le marché obligataire. Voilà. Et on a eu donc des mouvements alors sur l'obligataire européen, puisqu'il n'y avait pas encore d'euro à l'époque, en 87. On a vu quelque chose d'à peu près similaire avec le crack de 87 sur les T-bonds. Avec moins 80, on se disait, ça y est, la Fed elle va ramener les taux à je ne sais pas combien. Bon. Là, au XXIe siècle, on n'a aucun exemple de volatilité supérieure à 50 points sur les taux courts. Il n'y en a pas. Même mars 2020, même la Covidopholie, la Covidopanique, tout ce qu'on veut, ça ne va pas chercher ce genre de volatilité. Les banques centrales, depuis des semaines, nous disent, les marchés, écoutez-nous, on va aller plus haut, plus fort que ce que vous pensiez. Alors, comme le marché price est déjà plus 50, quand on vous dit, vous n'y êtes pas, vous êtes encore loin du compte, donc c'est au moins 75, c'est peut-être même 100. Donc on commence à anticiper des 5,75, 6 sur les titres. Ouais, on était sur ce genre d'anticipation il y a 10 jours, c'est ça. Jérôme Powell devant le Congrès, on remettait encore une pièce dans la machine. Et vous avez des traders qui, toute l'année dernière, étaient short sur les T-bonds. Allons-y, parce que c'est un vrai billard. Et alors là, encore mieux, là, les banques centrales nous disent, ça y est, on va... Donc là, on double les shorts. Et voilà. Et là, on se retrouve sur le plus violent retournement du marché obligataire depuis 50 ans.
Alors, j'espère que les algos ont bien fonctionné, qu'ils ont bien pu se couvrir, mais il y en a quand même pas mal qui étaient chargés à la baisse. Ouais. Et quand dans une séance, vous avez... on a vu jusqu'à 100 points d'écart sur 2 ans. Mais oui, même. Moi, Philippe, voilà. J'ai vu des gens que je connais depuis plus de 10 ans qui ont 30 ans de marché chez des assureurs, dans des énormes gestions. Les 100 points de baisse du 2 ans américain, mais ça les a choqués comme jamais dans leur carrière. Je pense que c'est un des événements qui les a le plus marqués de 30 ans de carrière. Oui, alors ça les a marqués psychologiquement. Maintenant, j'aimerais bien savoir au niveau du bilan. Oui, non, mais pour dire que les mouvements de marché qu'on vit sont complètement extraordinaires. Alors, ils sont extraordinaires. Le mot, on n'est pas le seul à le prononcer. Par contre, nous, on va commencer à regarder, qu'est-ce que ça a bien pu coûter de ne pas être dans le bon sens vendredi 10 mars et mercredi 15 mars. 60 points d'écart également dans la séance. C'est pas des portes de saloon, là. C'est les portes du Mordor qui battent, qui dégagent tout le monde, quoi. Non, mais faut se rendre compte. Donc, je me dis, est-ce que, en plus des cadavres qui dorment dans des placards peut-être helvétiques, est-ce que là, on vient pas de se remettre encore un truc, on va le découvrir peut-être fin deuxième trimestre, quand on commence à faire les comptes. Moi, je dis, des mouvements comme ça ne peut pas avoir laissé tous les opérateurs indemnes. Sans doute. Voilà. Après, l'année 2022, j'imagine, a quand même obligé un certain nombre d'acteurs à être extrêmement disciplinés, extrêmement rigoureux sur la gestion de leur portefeuille obligataire, dans un sens ou dans l'autre. Enfin, il y a déjà quand même l'expérience de 2022 qui, j'espère, a apporté quand même... SVB, c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple. Eurovita, compagnie d'assurance italienne qui, le 25 février dernier, suspend les retraits parce que leur stock d'instruments obligataires, un bon du Trésor, en marque du market, ils ont perdu aussi très lourd. Problème de déconnexion passif-actif, oui. Eh bien, combien de compagnies d'assurance également voient leur stock complètement dévalué. Le bank run, il peut surgir n'importe où, n'importe quand. Et là, en plus de ça, les gens qui en seront victimes, ils n'ont pas fait de bêtises. C'est pas SVB, on ne lui reproche pas d'avoir financé Greensill. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait une grosse bêtise en oubliant un des métiers de base de la banque, qui est de couvrir quand même son risque de taux, son risque de duration, etc. Mais ils ne sont pas allés dans les subprimes. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ils auraient peut-être même dû, aux folies, embaucher un spécialiste du calcul du risque. Non, mais voilà. Oui. Mais quand on a des bons du Trésor, on ne craint rien. Eh bien, figurez-vous. Si tant est que la position soit couverte, encore une fois, dans un bilan, c'est quand même un risque à couvrir. Mais c'est un risque qui est entièrement couvert chez Crédit Suisse, par exemple. C'est plus la peine. C'est plus la peine. La Fed l'a dit. Un bon du Trésor, ça a été émis à 100, ça vaut 100. Si ça avait été le cas, SVT n'allait pas au tapis. SVB n'allait pas au tapis, ni Signature. Enfin, d'un seul coup, là, on change encore les règles du jeu. C'est extraordinaire. Alors, 300 milliards d'argent qui déboulent au travers d'opérations et de tuyaux d'alimentation des marchés, de l'interbancaire, Dans etc. ces 300 milliards, il y a le schéma de protection des dépôts, la partie protection des dépôts, qui est quand même importante dans l'intervention de la Fed, et des facilités de liquidité de court terme, 90 jours pour la plupart, qui sont offertes aux banques régionales qui déposent effectivement en collatéral les actifs qu'elles peuvent avoir. Oui, enfin bon. Non, mais je suis d'accord. 630 milliards de quantitative tightening en 10 mois. D'accord. 300 milliards d'argent qui revient à... On va dire que les banques peuvent quand même aller se servir. Donc c'est un switch majeur. Mais surtout, c'est extraordinaire. La Fed dit, les bons du Trésor, il n'y a plus de valorisation en mark-to-market. Ça vaut 100, voilà, point barre. Toutes les banques qui ont... On les prend au part. Toutes les banques... Oui. Mais à ce moment-là, mais ça accroche une cible dans le dos, voire même entre les deux yeux de tous les émetteurs corporate, parce qu'on va continuer de les valoriser en mark-to-market. Qui va vouloir aller prendre le risque sur une émission corporate si c'est pour avoir 30-40 points de prime en plus, et sachant que ce n'est pas garanti par la Fed? Non, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Bon, et donc, crise bancaire ou pas alors ? Crise bancaire ou pas alors ?
Mais on vient de changer les règles du jeu, là, en une D'accord. semaine. On vient de tout changer. Il y a plus de quantitative tightening, il y a plus de to-market sur les T-bonds américains. Et what else? Non, mais et puis on ne combat plus l'inflation. Enfin, c'est... Ce ne sont pas des grosses banques. Non, mais plus. là, je pense qu'on prend tellement de trucs, là, et il y a tellement d'épithètes, etc. En même temps, la vitesse de réaction, on le sait quand même depuis Lehman. Je veux dire, on le racontait encore à la mi-journée. En 2008, Mervyn King, qui était patron de la Banque d'Angleterre, avec des banquiers britanniques, en plein déclenchement de la crise Lehman ou post-Lehman, quand les banquiers disaient, attendez, là, il faut quand même réfléchir à intervenir, il faut quelque chose. La liquidité, c'est votre job. Ah, mais vous n'y pensez pas. L'aléa morale. Et ce que dit Larry Summers, voilà, c'est pas le moment de faire des grandes conférences sur l'aléa morale. Il faut pas perdre de temps Non, dans on ce éteint moment-là. d'abord l'incendie. Eh ben oui, je veux mais dire, là, alors ben oui, mais la lance à incendie, ça fait Ce qu'on voit peut-être. cette semaine, là, je dis, ça plonge beaucoup de gérants et beaucoup de stratèges dans ce qu'on appelle la sidération. Ouais. Parce que d'un seul coup, Ouais. Mais il y a des questions qui vont revenir. La lutte contre l'inflation, elle abandonne. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de pricing pour les T-bonds américains. Enfin, c'est Bah, je extraordinaire. sais pas, la lutte contre l'inflation, la BCE a fait 50 BP hier, c'est pas dit qu'elle continue pas de le faire au mois de mai, et la semaine prochaine, la Fed fera peut-être 25, Alors là, comme elle voulait le faire au départ. Il y aura encore des gens pris à contre-pied, parce que le consensus sur une Non. baisse des taux Non. dès l'été, il est majoritaire déjà. Mais on verra. Pour l'instant, ils ont fait 50 BP la semaine dernière, et peut-être que la Fed fera 25 la semaine prochaine encore. Oui, je pense aussi. Oui, Oui, on est d'accord. Mais ce sera les derniers. C'est ce qui est attendu d'ailleurs. on verra. C'est un Ça sera les consensus. derniers. On verra. Non, si la crise bancaire Alors, peut-être hier- reste anecdotique dans quelques semaines, peut-être qu'on reprend la course des choses. Hier, quand le marché s'est envolé, les bancaires, elles n'ont pas fait grand-chose. Hein. Non, ouais. En clôture, BNP Et prend aujourd'hui, 1,2 hein, ça reste, et la SocGen perdait encore 3-4%. Ouais. Bon, maintenant, ce ne sont pas des grandes banques, celles qui sont donc qui sautent là, et elles ne sont pas régulées de la même manière. Donc, bon, voilà, il faut quand même relativiser. Non, mais on a tous le même référentiel en tête. Hein. Bah, justement, je pense qu'il faut Oui, non, pas mais- trop l'avoir. D'accord, peut-être non plus. ok. On est aussi dans un autre monde. On a appris à gérer ce genre de choses. C'est la perception qu'ont les traders. C'est surtout évidemment beaucoup d'émotions, mais non, je pense que on a peu de chances d'aller vers une crise majeure. Enfin, a priori. Du coup, il faut Je acheter suis des pas- bancaires ou pas alors? Ah ben, moi, oui, je suis prêt à acheter un peu de BNP, ouais. C'est Alors vrai que j'étais vraiment. Faites-le, là, on va voir. Non, mais j'en ai acheté hier. Alors, pas Non, c'est forcément vrai, bien, ouais. mais j'en ai acheté un tout petit peu à 51,33. D'accord. J'ai eu du bol, on a coté 31 au plus bas. Et oui, j'en ai fait Donc un on peu. tente des petites Tout- touches, quoi. Ouais, non, mais Ça dépend du profil. en C'est fait. pas le cœur d'une stratégie. Non, mais Non, d'accord. mais Mais il y a un du rendement profil et de de la façon de 7,5%. Voilà. Et, j'ai acheté ça. Ce que j'allais dire pour le Pour Crédit mes Agricole petits-enfants. aussi. Pour le Voilà, Crédit Agricole aussi. pour tout vous dire. Voilà, il y a du rendement. Alors, évidemment, si on regarde graphiquement, techniquement, oui. la Graphiquement. Société Générale, c'est pas terrible, ça donnait pas très envie, même si c'est une de celles qui a le plus rebondi finalement ce matin. Ça s'est assez invalidé assez vite. Donc oui, dans l'ordre, hein, c'est Crédit Agricole, BNP et Société Générale, hein, de force relative, c'est-à-dire d'intérêt par les grosses mains du marché, si on peut dire d'intérêt, puisque l'intérêt est un peu douché. Le secteur bancaire, il avait quand même pris, si on le regarde sous forme de panier, 177% depuis septembre. Sur le secteur bancaire, Ah oui. oui. Depuis le point bas de septembre. D'accord. Donc là, on Ouais, a ouais, perdu je savais pas, 30%. Donc, si tracker européen, hein, secteur bancaire européen. Banque européenne. Voilà, donc un retracement de 20-30%, c'est beaucoup, surtout quand ça va en Ouais. 2 séances ou 3 et avec les volumes qu'on a connus. Mais on revient sur des niveaux techniques. Le Crédit Agricole s'est arrêté un peu au-delà de 10, c'est un niveau de support. Alors, est-ce qu'on en achète? Si on est un investisseur de long terme, qu'on a un peu de temps, des établissements comme ça, on peut le regarder. En stratégie, nous, par exemple, on l'a fait en trading court pour faire des arbitrages. En tant qu'investisseur, sur un modèle moyen terme, on évite parce qu'on n'a pas de figure de retournement haussière. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut l'envisager. Mais si on veut un peu de rendement, et tout le monde voulait rentrer sur le secteur bancaire, c'était assez consensuel d'ailleurs. Et c'est un secteur, c'est pas des critères qu'on regarde beaucoup, mais qui est pas cher parmi les secteurs européens avec l'automobile. Donc, il y a tous ces éléments mis bout à bout font que si on veut un peu de rendement et qu'on n'a pas trop peur et qu'on a une pondération correcte, pour un investisseur de long terme, mettre quelques billes dessus sans s'exposer, pourquoi pas.
graphiquement, il n'y a pas de signal d'achat du D'accord. tout. Et effectivement, elles ne rebondissent pas à court terme. Donc, ça dépend de sa stratégie, de sa position. Mais il faut le regarder. Il va y avoir, et on a cassé quelque chose, encore une fois, une dynamique clairement. Il y a quelque chose qui est rompu. Il va falloir reconstruire. On a mis plus d'un mois à construire la structure de retournement baissière dont on est sorti par le bas. Ça aurait pu être une consolidation et une accélération haussière. On sentait qu'on manquait de momentum, mais il n'y avait pas d'indication de faiblesse. Donc, on est sorti par le bas, il va falloir reconstruire. En revanche, on a en contrepartie des indices américains qui ont réagi sur des niveaux de support majeurs. Et ça peut faire la balance sur les marchés si l'intérêt revient. On rappelle toujours qu'il y a un peu plus d'un mois, Bloomberg annonçait la clôture de 300 milliards de dollars de positions short. Donc, des fonds qui ont décidé, des grosses mains, des institutionnels, hein, pas des retail, des gros fonds qui ont décidé de déboucler des positions vendeuses. C'est pas pour se repositionner 2 ou 3% ou même 8% plus haut pour refaire la même chose. Donc, qui est un peu de pression baissière, oui. Moi, j'ai une idée d'une stratégie qui est peut-être en train de se mettre en place dans ce marché-là, c'est que pour acheter, après avoir été coincé dans un short, on ne va pas payer les points hauts de marché. Ils ne peuvent pas faire ça. Sinon, c'est le risque de pain trade et de ce qui s'est produit là. Donc, la nouvelle, je ne suis pas du tout en train de parler complotisme, pas de méprise sur ce que je suis en train de dire, mais la nouvelle, il fallait une nouvelle très forte pour que le marché rebaisse. Elle arrive par le biais du secteur bancaire. Là, les points redeviennent plus intéressants. Mais si des gros acteurs veulent rentrer dans le marché, alors que ça n'a pas encore beaucoup baissé. Par où vont-ils rentrer ? Et voilà, et doucement, et ils ne vont pas le faire d'un seul coup. Donc, il va falloir le temps de reconstruire. On voit qu'il y a des petites touches d'intérêt. Il y a des opérateurs qui le déclaraient déjà il y a plusieurs semaines en disant on est couvert ou on a allégé et on voudrait acheter sur repli. Le niveau de repli est là. Donc il y a déjà une part d'investisseurs dont on sait qu'ils vont le faire et qu'ils l'ont fait, d'où les volumes qu'on constate. Ensuite, quand on est un gros acteur, ce sont des programmes qui durent sur plusieurs semaines, plusieurs mois quand ils veulent rentrer dans le marché. Ils ne vont pas se mettre à payer d'un coup, sinon ils embarquent tout le marché et il n'y a plus de marché. Donc ça paye. Les algorithmes se déclenchent et on a des rebonds assez manifestes, assez importants. On l'a vu sur les indices américains, 2% de hausse avec 5,8 milliards sur le CAC 40 hier. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais ensuite, les carnets se vident. Et il n'y a plus sans qu'il y ait pourtant, pour l'instant, on verra la semaine prochaine avec la nouvelle échéance s'il y a de la pression baissière, mais pour l'instant, sans qu'on détecte de pression baissière, eh bien, les carnets se vident et donc, par son simple poids, le marché rebaisse et revient sur des niveaux qui peuvent être attractifs à nouveau et sur lesquels on peut accumuler des positions de moyen ou long terme. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut envisager et ce qui peut se mettre en place sur des niveaux qui sont vraiment importants et vraiment clés. Encore une fois, avec un ratio risque-rendement qui est intéressant puisque le potentiel haussier est assez sympathique et le risque, il est très clair et les zones de stop, elles sont 6750, 6008 sous le CAC. Sur le CAC, il ne faudra pas insister parce qu'on a une chance d'accélération baissière beaucoup plus marquée. Mais on le voit sur des valeurs tech américaines. Je ne pense pas encore que encore une fois, on l'avait déjà évoqué, que ce soit les valeurs fortes des mois qui viennent, mais qu'il y ait un rebond ponctuel dessus. C'est le cas. Il y a une parenthèse Nasdaq, quoi. Il y en a une, clairement. 16% de hausse hier soir sur Google Alphabet. Amazon se comporte pas mal non plus. Microsoft a très bien rebondi. Donc, il y a des figures de retournement qui se sont mises en place, de court terme, en effet, mais qui ont prouvé que des opérateurs, et avec du volume, ont trouvé des points d'intérêt sur ces titres-là. Alors qu'effectivement, on change de cheval pour la décennie à venir peut-être, mais là, à court terme, il y a quelque chose. Jean-Louis, quelle idée on a et quel schéma de marché on peut avoir en tête, là, devant nous ? Moi, je pense que le marché, il ne baissera pas beaucoup. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'il baisse beaucoup. Sur la base de la construction, des éléments techniques. Et puis même de plein de choses. En fait, vous voyez, pendant des années, j'étais toujours persuadé que le marché avait tout ce qu'il fallait pour revenir à 4007. Vous voyez, pour moi, c'était un schéma. Quand il allait vers 6000, je dis, mais vous verrez, un jour ou l'autre, il va revenir à 4007. Alors, depuis qu'il a fait 7004, j'ai dit non. Il reviendra peut-être plus à 4007, sauf événement, je ne sais pas, catastrophique. Ça datait de quand, c'est 4007 Je ne me souviens même plus, moi. Et on les a fait, vous savez, en 2020, on les a renfoncés. Bon, voilà, c'était un événement assez particulier. Et là, le 4007 s'est peut-être transformé en 5007, vous voyez, par exemple. Donc, pourquoi pas, mais... au pire du pire, quoi. Ouais, au pire du pire. Et même, je pense que des niveaux comme 6004 peuvent être des niveaux extrêmement importants comme support. Je vois pas de par sa construction actuelle, je ne vois pas de toute façon la possibilité de dévisser. D'un effondrement, quoi. Non, c'est pas possible à l'instant T. Dans la manière dont il est construit. Donc moi, je vais plutôt essayer de faire du stock picking, mais aussi des investissements de fonds long terme,
Bon, tout à l'heure, donc, je sais pas, on parlait des bancaires, qui ont des bons rendements, des valeurs comme Vivendi, qu'on peut racheter peut-être vers 8,5. La fois dernière, je l'avais joué à 8,30. On l'a revendu. Si elle revient dans cette zone, il faut en acheter. Rendement important. Moi, je vais aller vers les valeurs de rendement. Et attention au groupe A, on va pas se... Parce que sinon, après... Champions League, quoi. Trop de risques. Oui, non, mais il faut dire aux gens, voilà, il faut aller sur les grosses valeurs. Dassault Elle a bien boosté, oui, mais elle est très cher payée. Alors, c'est une très belle valeur, très belle société, mais très cher payée. Donc, après... Elle déclenche une réactivation aussi. Mais Vivendi, il y a aussi le côté spéculatif, Oui. etc. Et donc, il y a quand même un intérêt divers et varié. Il y en a plusieurs. Donc, ça me paraît des valeurs à jouer. Après, toutes les valeurs de rendement, moi, je les regarde de près. Il faut les sélectionner, évidemment. C'est bon père de famille, quoi. Oui. Moi, je pense qu'il faut aller vers ça, un petit peu, bien sûr, en fond de portefeuille. Et puis, sinon, je vous dis, voilà, si on baisse un peu plus... Je ferai des ventes de volatilité implicite en spread, par exemple. Bon, là, c'est un peu plus technique, ce que je dis, mais je construirai des positions quand même à l'achat. J'ai un biais baissier, là, à court terme, mais surtout un biais de méfiance, quelque part. Ouais. Je suis pas un vrai... Qu'est-ce que vous voulez faire? Principe de précaution, quoi. Vous avez des mouvements de 250 Ben points oui. dans la journée. Alors bon... à la hausse comme à la baisse. On ne peut pas dire qu'il y ait une orientation régulière et à la baisse. Et c'est ça qui est important d'observer. Cette manière dont bouge le marché montre bien qu'il est capable de tout. Et donc, ça renseigne sur ce qu'on doit faire. Il faudrait parler de l'euro-dollar aussi. Oui, justement, je voulais glisser gentiment vers les autres classes d'actifs pour en parler avec Philippe. Derrière l'effondrement des taux, il y a aussi de la pression sur les matières premières. Le pétrole a dû bien perdre peut-être 10% sur l'ensemble de la semaine. Là aussi, c'est des marchés lourds qui, alors, je sais pas, est-ce qu'on tire des enseignements définitifs d'une semaine de trading sur le pétrole? Mais quand même, c'est des mouvements qui se sont un peu accélérés. Le Brent, c'est moins 16. Oui, bon, bah voilà. Oui. Voilà, one shot, zoom. Oui, tout s'ajuste en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous assure que l'offre de pétrole, elle n'a pas augmenté. D'un seul coup, l'Arabie n'est pas venue dire j'ouvre le robinet, ou je ne sais pas qui, on vient de découvrir une poche de pétrole à 2,50 m de profondeur. Ça va coûter rien à la sortir. Ça veut dire inquiétude sur la croissance, sur la demande, quoi. Tout simplement. Bon, voilà. Donc ça, c'est clair. Or, les inquiétudes sur la croissance, même à 7000, je veux dire que le CAC ne price rien d'un scénario un peu adverse en termes d'orientation conjoncturelle. Enfin, on est toujours sur des valorisations comme si on était à 2-3% de croissance l'an. Enfin, ça n'a pas de sens. Les révisions à la baisse de profits prospectifs sur 2023, absolument pas pris en compte. Enfin, voilà. Et puis là-dessus, arrive de la volatilité, beaucoup de volatilité, y compris sur de l'obligataire. Mais ça n'arrive pas dans un marché haussier, ça. Un marché haussier, ça se construit tranquillement, voilà. C'est un véritable funiculaire, c'est un rouleau compresseur à la hausse. Là, le rouleau compresseur est en train de faire des tonneaux, Alors, ça secoue, donc... c'est le tambour de la machine à laver, quoi. Là, il y a quand même des signaux. Puis après ça, il y a l'échange. Alors, le jour où les échanges se mettent à devenir volatiles, ce qui n'est pas le cas. Bon, il y a eu 2% de baisse de l'euro mercredi, quand même. C'était pas rien, 1,0760, 1,0530, boum. Ouais. Là aussi, cette journée-là, fallait pas dans le mauvais sens. On est d'accord. Bon, le jour où on commence aussi à voir commencer à s'agiter l'échange, il va falloir qu'on comprenne aussi d'où ça vient. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas. Des devises un peu majeures, clés, type yen, franc suisse, etc. Moi, c'est surtout le yen. La clé, c'est le yen. Le jour où le yen se met à progresser, là, il y en a qui ont des problèmes, c'est sûr. Il n'y a pas encore de signal fort de ce point de vue-là. On est à quoi, 132 ou quelque chose comme ça, non? Ouais. Alors, bon, le yen était pas mal. Mercredi, il était fort, clairement. Ouais. L'euro très faible. Une vraie séance d'aversion au risque qu'on n'avait pas vu à ce point-là. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est en cas d'aversion au risque, on voit que maintenant, c'est même plus le dollar qui est en tête de liste, c'est le yen. C'est-à-dire que tant que les problèmes et que la crise bancaire se développe aux États-Unis, c'est peut-être légitime. C'est encore le seul endroit sur la planète où on se procure de la liquidité à moins de 0,50. Donc c'est la corne d'abondance. Donc il y a des positions vendeuses sur le yen qui sont absolument colossales.
Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut surveiller maintenant. Le changement à la tête de la Banque du Japon, parce que le mois de mars aura été marqué aussi par la fin du mandat des deux mandats de Haruko Kuranda. Ça n'a pas dégonflé les positions short sur le yen. Je sais, il s'appelle M. Eko, donc je ne sais plus. Enfin, il a dit je poursuivrai en tout cas l'œuvre de M. Kuroda. Donc on est tranquille. Bon, on verra. Oui, donc euro-dollar, vous vouliez dire un mot ? Oui, mais dans la continuité. On se retrouve dans le bas de la fourchette, quoi, là. Alors, oui, mais on est déjà à 1,605, 1,0605, donc, enfin 50 même. On est aussi, donc là, dans un peu la confusion. On s'aperçoit que ça fait des jours et des semaines que l'eurodoll évolue entre les mêmes limites. Quand il est repassé sous 1,0780 ou 1,0650, moi j'avais fait un biais de neutralité et je repasse acheteur au-dessus d'un 0,780 et je passe vendeur sous 1,0440. Donc là c'est clair, net, précis, les niveaux sont posés. Et on s'aperçoit que au plus bas, là on a fait un 0,5 dans cette fameuse séance, donc juste au-dessus des zones d'alerte. Et on rebondit quand même, là également, d'une manière assez importante. Et la volatilité implicite qui était à une époque à 5,5, 6, 5 même sur l'eurodoll, je ne sais pas, je n'ai pas regardé ces derniers jours, mais elle a dû remonter à 9,10, mais j'imagine. Donc une vol qui est assez importante et une absence de direction, tout simplement. Donc qui traduit un peu de confusion, une équation compliquée à gérer et rien de plus que cela. Donc il faut être trader opportuniste, il faut jouer ces deux bornes en se protégeant aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'orientation claire sur l'euro-dollar. Dans l'espace crypto, Philippe, comme on explique que le Bitcoin est à plus de 26 000, là ? Alors deux choses sont arrivées en même temps. Et qui sont finalement pas forcément liés. C'est comme SVB et Crédit Suisse, finalement ça n'a pas grand-chose à voir. C'est arrivé en même temps. Donc à un moment, il y a un désancrage d'un gros stablecoin. Et beaucoup d'opérateurs ont choisi finalement, soit de passer sur Tether, soit de revenir sur le Bitcoin. Ce faisant, ça déclenche un gros signal d'achat, parce que lorsqu'on passe 22 000, paf, ça allume immédiatement toutes les alertes sonnent. Les feux verts du Grand Prix de F1 les 5 s'allument là et c'est parti. Et derrière ça, les taux qui se mettent à baisser d'un seul coup de 100 points. Donc là, c'est magnifique. Il y a eu le double effet, quoi. Double effet qui se coule. Et comme on voit qu'il y a une belle corrélation entre le Bitcoin et d'autres, et le Nasdaq, mais surtout des taux bas. Des taux bas, ça veut dire, c'est encore du spiel, parce que derrière, on ne fait pas du Bitcoin, évidemment, pour se mettre à l'abri des turbulences bancaires. Faut pas rigoler. On l'entend dire, mais non. Il y avait un très très beau coup d'opportunité avec le franchissement de résistance technique. Donc ça a été à 26 000 et ça se passe. Pour l'instant, ça se passe bien. D'accord. Techniquement, je resterai haussier. Ouais. Et l'or ? Et sur l'or, je ne sais pas. Je pose la question à Philippe. L'or, ça va beaucoup monter. Et encore aujourd'hui. Il y a les taux. Les taux qui perdent 100 points. Et l'or, évidemment, il part. Baisse des taux réels. C'est des actifs qui sont très corrélés aux taux réels, quand même. Au mouvement. Il part en direction des 2000. 1975 franchi. C'est une nouvelle histoire à la hausse pour l'or. Alors sur l'euro-dollar, effectivement, même niveau, à 1,0760, tant qu'on est en dessous, c'est pas terrible. Le biais de neutralité, tout à fait d'accord. Et risque baissier sous 1,0480. Il y a même une figure de retournement qui se met peut-être en place sur le dollar index, donc retournement haussière sur le dollar index à surveiller, donc avec un mouvement de l'ordre de 6% à prendre, ce qui renverrait l'euro à la parité. Donc à surveiller, la rupture, elle pourrait être un peu brutale et déclencher un mouvement. Il n'y a rien de fait pour l'instant, c'est effectivement biais de neutralité, mais 1,0480, 1,0760 à surveiller. Et puis quant à l'aversion au risque, oui, on l'a vu avec l'or, c'est la première fois que les marchés baissent depuis 2020 et que l'or paye. Non, mais il y a eu une vraie séance. Et l'argent aussi. Toutes les corrélations étaient assez cohérentes, si je puis dire. On a retrouvé des corrélations cohérentes et le Bitcoin a suivi aussi. Là, oui, j'y vois effectivement plus d'aversion au risque. Et puis la corrélation avec les taux, bien entendu. Mais l'or et l'argent, je pense que c'est
vraiment des actifs toujours à pondérer et à surpondérer dans les portefeuilles en ce moment, quoi qu'il se passe, parce qu'on a eu un signal très important. L'or a failli sortir par le bas d'un très large trading range sous 1684 et il a repassé des niveaux de résistance majeurs. Il est au-dessus de sa médiane à 1908 et il a des cibles à 1977. Après, c'est 2070. Et ça, c'est un trading range dans lequel on évolue depuis 3 ans maintenant. Si on le déborde par le haut, il y a un potentiel haussier fort. Donc, dans une bonne allocation et dans un profil d'investisseur de long terme, voilà, il y a des moments où ça fait rien et pendant longtemps, mais il y a des moments où c'est vraiment intéressant. Et l'argent, pareil, bas de canal, réaction forte, 6 ou 7% en 2 séances à partir de lundi. Quand les marchés avaient stressé en d'autres temps et pour d'autres raisons, récemment, on avait vendu l'or et l'argent pour pouvoir défendre des positions sur actions. Là, on ventile plus. Donc, c'est aussi effectivement un signe à prendre en compte et en tout cas une ventilation importante, ça permet d'amortir pas mal les mouvements. Donc oui, il y a une vraie aversion au risque, même si les marchés n'ont pas beaucoup décroché. 7-8% de baisse contre 30% de hausse depuis septembre sur le CAC 40, c'est pas cher payé pour le niveau de stress qu'on aurait pu rencontrer, mais il y a quand même des réflexes qui sont des réflexes qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Contrairement au choc, par exemple, Covid mars 2001, oui, on n'a pas été obligé de liquider des positions sur l'or ou sur l'argent pour faire face à des appels de marge ou défendre des positions sur d'autres actifs. Ce qui était le réflexe. Donc, oui, on choisit de garder ça. L'once d'argent, elle bute contre 22,20, qui est une résistance importante ce soir. Pendant Covid, il était descendu à 7, l'once d'argent. Donc, il y a au-delà de 22,20 du potentiel largement. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour cette échéance trimestrielle sur les marchés avec nos 3 sorciers. On se retrouve dans un mois avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchal, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien.